Accepter l'offre d'Elon Musk à Mama a été la meilleure décision que Gwynne Shotwell ait jamais prise. À 39 ans, elle traversait la période la plus difficile de sa vie, un divorce, l'éducation de 2 jeunes enfants et des pressions financières importantes. Mais tout a changé lorsqu'elle a rencontré Musk. Elle a sauvé SpaceX de la faillite, décroché des contrats de plusieurs milliards de dollars et pris les rênes de tout, de Starbase à Starship, devenant ainsi l'une des femmes les plus puissantes du monde. Dans cette position, Shotwell est devenue une personne que les dirigeants de sociétés rivales envient profondément, notamment chez Blue Origin, où Jeff Bezos aurait tenté de recruter cette brillante dirigeante. Malheureusement pour lui, elle a décliné l'offre, et pire encore, sa continuité à la tête de SpaceX a laissé Blue Origin dans l'embarras, alors que l'entreprise accumule du retard. Alors, quelle était sa vie avant et après rejoindre SpaceX? Quelle est son importance pour l'entreprise? Découvrons-le dans l'épisode d'aujourd'hui de Le Quotidien de l'espace. Pour en arriver là où elle est aujourd'hui, peu de gens réalisent la pression et la douleur que SpaceX et Elon Musk ont dû traverser. Des obstacles qui auraient fait abandonner la plupart des gens. Mais pas Musk. Ce qui le distinguait n'était pas seulement son courage ou le bon timing, c'était qu'il ne le faisait pas seul. Dans l'ombre, il y avait Gwynne Shotwell, la CEO brillante et inflexible de SpaceX, qui faisait avancer les choses en silence. Tandis que Musk se concentre sur Tesla, Starlink et X, Shotwell gère les opérations quotidiennes de SpaceX, supervisant la production de fusées, les lancements, la stratégie commerciale et les contrats clés avec la NASA et les partenaires commerciaux. On dit souvent que Musk définit la vision, mais Shotwell s'assure que l'entreprise livre réellement. C'est vraiment une femme exceptionnelle, au point que Forbes l'a classée 25e sur sa liste des femmes les plus puissantes du monde. Avant de plonger dans ses contributions à l'entreprise, prenons un moment pour revenir sur le parcours incroyable de cette femme hors du commun. Elle est née en 1963 à Evanston, dans l'Illinois, et a grandi à Libertyville, une petite ville au nord de Chicago, près de la frontière du Wisconsin. Shotwell était l'enfant du milieu de 3 sœurs, avec un père neurochirurgien et une mère artiste. Dès son enfance, elle aimait déjà bricoler des machines, réparer des objets dans la maison et même réparer son propre vélo. Mais sa véritable passion était les voitures. Et au début, elle rêvait de travailler dans l'industrie automobile. En grandissant, Shotwell fut une élève exceptionnelle au Libertyville High School, obtenant toujours des A. Beaucoup pensaient que sa passion pour l'espace et les fusées était née tôt, mais ce n'était pas le cas. En réalité, elle ne s'intéressait pas beaucoup à l'espace étant enfant. Elle a même regardé le lancement d'Apollo 11 en 1969 à la télévision et l'a trouvé ennuyeux. Puis, tout a changé à 16 ans lorsque sa mère l'a emmenée à un événement de la Society of Women Engineers à l'Illinois Institute of Technology. Là, elle a rencontré une ingénieure mécanique qui possédait sa propre entreprise. Cette rencontre a allumé une étincelle chez Shotwell, l'incitant à poursuivre une carrière en ingénierie. Elle a ensuite fréquenté la McCormick School of Engineering, obtenant un bachelor en génie mécanique avec mention en 1986, puis un master en mathématiques appliquées en 1988. Après l'obtention de son diplôme, Shotwell visait à devenir ingénieure professionnelle. Elle a été recrutée par une entreprise de CVC, chauffage, ventilation, climatisation, sur la base de son CV, mais a été refusée lorsqu'ils ont découvert qu'elle était une femme, arguant que le poste nécessitait de soulever des objets lourds. Shotwell a insisté sur sa capacité physique, mais a quand même été rejetée. Cette expérience a révélé les barrières de genre auxquelles elle devait faire face dans l'ingénierie. Shotwell a également travaillé brièvement dans le programme de formation à la gestion de Chrysler Corporation dans l'industrie automobile. Cependant, le poste manquait de l'aspect technique qu'elle recherchait, ce qui l'a poussée à retourner à Northwestern pour son master. Ce retour lui a permis une rencontre fortuite avec un ancien professeur qui l'a mise en contact avec un poste à Aerospace Corporation en Californie en 1988. Chez Aerospace Corporation, Shotwell a eu son premier vrai contact avec l'espace en 1991 en réalisant des simulations thermiques pour la mission de la navette STS-39 et en transmettant les données au Mission Control à Houston. Aussi excitant que fut ce travail, l'aspect purement analytique ne correspondait pas tout à fait à ses attentes. Elle a ensuite rejoint Microcosm, une entreprise davantage orientée vers la vente de services aux clients gouvernementaux et aux sociétés spatiales qu'elle connaissait déjà grâce à son expérience chez Aerospace.
Puis, un jour de mai 2002, son ancien collègue Koenigsmann a décroché un poste dans une start-up naissante appelée SpaceX. Pour fêter ça, ils se sont retrouvés dans un restaurant belge à El Segundo nommé Chef Hannes. Après le dîner, Koenigsmann l'a invité à passer voir son nouveau lieu de travail presque sur un ton détendu. Viens, rencontre Elon. Et c'est ainsi que Gwynne Shotwell a croisé Elon Musk pour la première fois. Lors de cette rencontre, Shotwell a été immédiatement séduite par la vision audacieuse de Musk, envoyer des humains sur Mars et construire des fusées réutilisables. Peu de temps après, elle a été invitée à un entretien dans les premiers bureaux de SpaceX à El Segundo, un espace réduit à quelques bureaux et un tableau blanc. Elon Musk, alors âgé de 31 ans, a conduit l'entretien lui-même. Bien que nouvelle dans l'aérospatiale, elle a été impressionnée par son intelligence, son dynamisme et sa vision ambitieuse. Il l'a interrogée sur ses compétences techniques, sa stratégie commerciale et ses contributions potentielles. À l'issue de l'entretien, Musk lui a proposé le poste de vice-président du développement commercial, devenant ainsi la 7e recrue de l'entreprise. Malgré le risque, les financements limités et un salaire inférieur à celui de Microcosm, Shotwell a cru en la mission et a rejoint SpaceX en septembre 2002. Au début, elle se trouvait à un carrefour difficile, presque 40 ans, récemment divorcée, un jeune enfant et une vie encore en pleine transition. Il était naturel qu'elle hésite, sachant qu'intégrer une start-up risquée comme SpaceX pouvait bouleverser tout ce qu'elle tentait de stabiliser. Mais un jour, alors qu'elle conduisait sur une autoroute à Los Angeles, Shotwell a eu une révélation. Je conduisais sur l'autoroute ici à LA et là, j'ai enfin réalisé que j'étais totalement idiote. Peu importe si j'essayais ce poste et que ça échouait ou que l'entreprise échouait. Musk n'avait peut-être pas encore vu tout son potentiel, mais recruter Shotwell est devenu l'une des décisions les plus cruciales de SpaceX. Musk apportait des fonds, une expertise technique et du leadership, mais réussir dans l'industrie mondiale du lancement spatial nécessitait plus que cela. Les entreprises aérospatiales et les sociétés de fusées étatiques protégeaient férocement leur business. Et les agences gouvernementales étaient satisfaites du statu quo. Musk avait besoin d'un partenaire audacieux capable de naviguer dans les méandres politiques, rôle que Shotwell a parfaitement rempli. Bien que leur style soit différent, Musk direct et un peu maladroit, Shotwell fluide et charismatique, ils partageaient la même vision, transformer l'industrie. Dès son premier jour, Shotwell a commencé à élaborer une stratégie pour vendre la fusée Falcon 1 au gouvernement américain ainsi qu'aux clients de petits satellites. Assise au 1310 East Grand à El Segundo, elle a écrit un plan d'action commercial. Musk l'a regardé et lui a dit qu'il ne voulait pas de plan, juste continuer à travailler. J'étais comme « Oh, d'accord, c'est nouveau, je n'ai pas besoin d'écrire un putain de plan », se souvient Shotwell. Rapidement, l'armée a commencé à remarquer ce que Shotwell proposait. Surtout après l'attaque du Pentagone le 11 septembre 2001. Cet événement a souligné le besoin de solutions à réponse rapide, rendant les technologies spatiales flexibles essentielles pour répondre aux urgences militaires. C'est là que Shotwell et SpaceX sont entrés en scène, l'armée recherchant des entreprises capables de fournir une technologie de fusée rapide et adaptable. Peu de temps après, l'ingénieur aérospatial Stephen Walker a rejoint la Defense Advanced Research Projects Agency pour diriger un programme axé sur les solutions à réponse rapide. SpaceX, aux côtés d'Air Launch, est arrivé en phase finale du processus de sélection. Cependant, alors qu'Air Launch n'a pas été retenu, SpaceX a émergé plus fort et a prospéré, consolidant sa place dans l'industrie. Le travail de Shotwell a rencontré un succès croissant grâce à ses compétences diplomatiques exceptionnelles qui ont permis à SpaceX de décrocher plusieurs contrats majeurs. En 2006, elle a aidé l'entreprise à remporter un contrat Commercial Orbital Transportation Services de 278 millions de dollars avec la NASA, finançant le développement du vaisseau Dragon et de la fusée Falcon 9. Cette relation avec la NASA s'est révélée cruciale en 2008, lorsque SpaceX frôlait la faillite après 3 lancements ratés de la Falcon 1. À ce moment critique, Shotwell, en tant que vice-présidente du développement commercial, a joué un rôle central en négociant
le contrat Commercial Resupply Services de 1,6 milliard de dollars, exigeant que SpaceX réalise 12 missions de ravitaillement vers la station spatiale internationale. Un accord qui allait finalement assurer la survie de l'entreprise. Bien sûr, en plus de ses compétences diplomatiques, l'ensemble de l'équipe de SpaceX, employés, ingénieurs, et Elon Musk lui-même a joué un rôle essentiel pour éviter la faillite, faillite de l'entreprise, apportant chacun leurs efforts afin de guider la société vers le succès.